Il est 21 h à Yao et partout en Côte d'Ivoire. Mesdames, Messieurs, amis sportifs, bonsoir chez vous et bienvenue à ce premier numéro de troisième mi-temps du mois de décembre 2020. Élection à la Confédération africaine de football. Qu'est-ce qui divise autant les candidats de l'Union des fédérations ouest-africaines de football, l'UFOA? C'est le thème donc qui nous réunit ce soir. Toute l'équipe de troisième mi-temps est en place. Messieurs, bonsoir et merci d'être avec nous. Tchitchi Aimé. Bonsoir Sébastien, bonsoir à tous. Bonsoir Sébastien. Merci à vous messieurs. Et puis le tout-puissant Dabouchal. Bonsoir. Bonsoir Sébastien. Voilà. Merci messieurs. Merci en tout cas de prendre part donc à cette émission, à ce débat. Tout de suite avec Salif Ouattara nous parle des dessous d'une scission. Ahmed Yahya, Augustin Senghor, Jacques Anouma, 3 candidats qui vont à la conquête de la Confédération africaine de football, mais dont le destin électoral semble commun. Pour cause, ils partagent la même zone sous-régionale. Si les élections ont toujours tourné autour des associations régionales, les 3 candidats issus de l'Afrique de l'Ouest vont devoir batailler pour la conquête de la zone UFOA, forte de ses 16 pays membres, mais fracturée en zone A, 9 pays, et zone B, 7 pays. Batailler suppose aller à la conquête de voix. En rang dispersé, les 3 candidats ouest-africains réussiront-ils à atteindre le trône? Depuis la création de la CAF, aucun ouest-africain n'a réussi à présider aux destinées de la maison du foot africain. Chaque fois qu'un candidat se démarquait, il y avait une sorte de méfiance et de complot autour de la personne. Dans les années 90, Feu Dion Ousseinou avait longtemps hésité à la proposition de certains de ses pairs de se porter candidat. Les épreuves de la décennie 2000 semblent avoir donné raison à cet ancien patron du foot ivoirien. Son successeur à la Maison de Verre, Jacques Anouma, qui part avec une somme d'expérience à cette élection de mars 2021, a déjà essayé en 2013 d'être candidat à la présidence de la CAF. Lors de cette tentative qui a viré à l'échec, Jacques Anouma a vu certains de ses camarades de l'UFOA battre campagne pour un autre candidat. Dans ce rapport de force, l'UFOA finira par subir une scission afin de tuer la base électorale de l'Ivoirien Jacques Anouma. À quelques semaines de l'annonce des candidats retenus, une union sacrée ne s'impose-t-elle pas aux 3 candidats ouest-africains? Pourquoi les anglophones de la zone UFOA sont-ils si silencieux? Le Sud-Africain Patrice Motsepe ne part-il pas favori si les 3 candidats ouest-africains ne font pas l'union sacrée? Messieurs de la troisième mi-temps, la parole est à vous. Merci Salif Ouattara. La parole donc à nous. Nous aurons au téléphone notre ami Madi Zongo du côté du Burkina Faso. Il va donc participer à cette émission pour nous donner aussi son avis. Rappel donc du thème de ce numéro de troisième mi-temps, élection à la CAF, Confédération africaine de football. Qu'est-ce qui divise autant les candidats de l'UFOA? 3 candidats pour l'Afrique de l'Ouest. Messieurs, est-ce que c'était prévisible? Magoula Diop. Moi, j'avoue que je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de candidats en Afrique de l'Ouest. Je ne m'attendais même pas à ce qu'il y ait 5 candidatures pour cette élection. Mais s'il y a autant de candidatures, je pense que c'est parce que peut-être maintenant l'environnement au niveau de la Confédération africaine de football est plus démocratique et que surtout peut-être qu'il n'y a pas quelqu'un qui écrase les autres qui ont cette ambition sur le continent. Donc c'est peut-être ce qui explique cela et aussi les déboires du président en exercice peuvent aussi expliquer cette multiplicité de candidatures. Maintenant, pour ce qui est spécifiquement de l'Afrique de l'Ouest, je pense que, en plus de tout ce que j'ai dit, il y a le fait qu'en Afrique de l'Ouest, on a rarement parlé le même langage. Donc, c'est une suite logique de ce qui a toujours existé
au niveau de la zone ouest africaine. Tchétché Aimé, quelle est votre réaction? Sur le plan de la guerre de leadership, je dirais simplement que tout le monde cherche à se présenter parce que c'est dans les ambitions de tout humain que de diriger une confédération. C'est même noble. Et je salue la présence de toutes ces candidatures. Ça veut dire que c'est une institution qui intéresse au plus haut point les Africains et ceux de l'Afrique de l'Ouest en particulier, puisqu'on en a 3. Mais je pense qu'il y a quand même deux candidatures de trop au niveau de l'Afrique de l'Ouest. C'est vrai que les francophones ont déjà eu un président en la personne de Issa Yatou, mais particulièrement en Afrique de l'Ouest, qui regorge de talent en matière de football, puisque dans le continent, cette partie de l'Afrique a très souvent représenté l'Afrique aux Coupes du Monde. Malheureusement, on n'a jamais eu un élément, j'allais dire, un candidat sérieux, j'allais dire, pour diriger les instances, la direction de la CAF. Alors, pareil pour les pays anglophones, qui se battent toujours, qui sont toujours aux côtés des dirigeants de la CAF, mais qui n'ont jamais porté leur candidature. Ça va changer cette fois-ci. Et les pays lusophones, eux, ils suivent toujours. Je parle du Mozambique, je parle de l'Angola, je parle de la Guinée équatoriale. Ce sont des pays qui ne se font pas souvent entendre, mais qui attendent toujours pour désigner le candidat de leur choix. Dago Charles, quelle est votre réaction face à ces 3 candidats déjà? Pour moi, ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est même pas une bonne chose parce que cela montre que nous sommes très divisés ici, sur cette partie du continent. Et que ça montre aussi que le football est aussi plus ou moins développé dans cette partie du continent. Mais ce n'est vraiment pas une bonne chose de voir que l'Afrique de l'Ouest, qui est suffisamment représentée au niveau des institutions, je dirais internationales, nous sommes dans beaucoup de groupements d'intérêt au niveau des institutions africaines pour qu'on se retrouve aussi divisé pour aller à la conquête de la CAF. Pour moi, ce n'est vraiment pas une bonne chose. J'espère que les uns et les autres seront assez intelligents, permettez-moi l'expression, pour pouvoir, pourquoi pas, faire gagner l'Afrique de l'Ouest. Cela y va pour l'intérêt vraiment général de cette partie du continent. Quand on sait que Ahmad Ahmad, tel qu'il avait entamé son mandat, il avait fait quand même la part belle à cette Afrique australe-là. Et on a vu la dernière Coupe d'Afrique jouer à 24. Beaucoup de pays de l'Afrique australe revenus maintenant titiller toutes ces grandes nations du football africain. Et donc, on gagnerait à ne pas perdre cela de vue et puis à se mettre ensemble et puis voilà, pour pouvoir diriger la Confédération africaine de football. Donc, pour moi, je ne vois pas ça d'un bon oeil. Est-ce qu'on n'a pas senti ça venir? Oui, depuis... Il y a autant de candidats. Donc, moi, je n'ai pas senti ça venir. En toute objectivité, je n'ai pas senti ça venir. Simplement parce que pour moi, Ahmed, Yaya et Senghor ne pouvaient pas être candidats. Pour moi, ils sont inéligibles. Parce qu'ils sont comptables de la gestion d'Ahmad Ahmad. Dès l'instant où cette gestion-là, elle est décriée au plus haut point, pour moi, ils devraient faire profil bas. Pour avoir participé à la gestion d'Ahmad Ahmad, ils devraient faire profil bas. Et puis laisser la place à de nouvelles personnes. Parce qu'on ne va pas faire du neuf avec des vieux habits avec eux. Donc pour moi, je m'attendais à ce que du côté de l'Afrique de l'Ouest, il y ait d'autres candidats de d'autres pays et qu'on puisse dire que, voilà des nouvelles gens qui certainement ont de nouvelles idées. Mais quand je vois Ahmed Yaya et Senghor, je me dis, attention, il y a un problème. Il y a un problème. Est-ce que c'est encore cette politique d'Issa Yatou là, parce que je suis sûr qu'ils ont eu dit que Jacques Anouma, certainement, allait se présenter. Est-ce qu'ils ne sont pas dans cette veine-là? Voilà, parce que j'ai senti, moi, dès la prise de fonction d'Ahmad Ahmad, faire tout contre la Côte d'Ivoire du président Sidi Diallo. On l'a vécu ici, refuser de le saluer, plein de choses qu'on a vécues, qu'on a décriées. Où Jacques Anouma est candidat. Est-ce que ces différents candidats suscités ne font pas encore dans ce même sens-là? Faire en sorte que la Côte d'Ivoire, qui aujourd'hui représente quelque chose de beaucoup plus lourd au plan continental, ne soit pas ce plus grand pays que, par exemple, le Nigeria a été il y a quelques années. Parce que force est de reconnaître qu'avec des résultats que la Côte d'Ivoire connaît, avec des monuments comme Didier Drogba, Yaya Touré ou autres, nous comptons énormément sur l'échiquier africain.
Donc pour moi, ceux-là, ils sont partis de la déstabilisation de la candidature de Jacques Anouma. Alors, vous intervenez, oui. et puis on va aller du côté de rapidement pour dire que je suis d'accord, moi, pour la multiplicité des candidatures. Parce que ça montre encore une fois que la CAF intéresse les Africains. C'est leur chose, ils veulent se l'approprier, premièrement. Deuxièmement, cette multiplicité des candidatures est bonne parce que, regardez que tous les candidats ont présenté leur dossier dans les derniers moments. À partir de ce moment-là, personne ne pouvait savoir que Pierre ou Paul se présente. Donc, il fallait que maintenant, au dernier moment, tout le monde s'est dévoilé. Après, ils ont l'attitude de se retrouver jusqu'aux élections pour décider de qui va représenter l'Afrique de l'Ouest. Simplement. Oui, Sébastien, je voulais simplement dire qu'il faut reconnaître que l'Afrique de l'Ouest se donne tristement en spectacle, quand même. Parce qu'au-delà de cette multiplicité de candidatures déclarées, là, de ces trois personnalités, il ne faut pas oublier aussi qu'il y a des pays en Afrique de l'Ouest qui se sont déjà engagés ouvertement sur les 16 nations qui composent la zone UFOA, qu'elle soit A ou B. Sur les 16 nations, il y a 9 déjà qui ont déjà choisi leur camp. Et de façon vraiment dispersée. Il y a la Gambie qui est naturellement avec le Sénégal, c'est le même pays pratiquement. Et il y a le Bénin et le Niger qui sont avec la Côte d'Ivoire. Et on a la Sierra Leone et le Nigeria. Non, le Mali qui est avec la Mauritanie. Maintenant, vous avez également là, ça c'est entre nous ici. Mais vous avez des pays même de l'Afrique de l'Ouest qui ont parcouru des milliers de kilomètres pour aller en Afrique du Sud pour soutenir un candidat là-bas. Je vais parler de la Sierra Leone et du Nigeria qui se sont prononcés ouvertement pour la candidature de Patrice Motsepe. Dans aucune autre zone, vous ne voyez cela. Donc l'Afrique de l'Ouest se donne des spectacles. 16 nations, il y a 9 déjà qui se sont déterminés, qui ont déjà choisi leur camp. C'est pourquoi je dis que c'est clair, on ne peut pas le changer. Depuis des années, les fédérations ouest-africaines ont rarement parlé le même langage. Là, on se trouve face à 3 candidatures. Mais moi, je n'y vois pas de guerre de leadership. Je pense simplement que c'est l'expression de ces ambitions personnelles-là. Ben voilà. Jacques Anouma, pour avoir été celui qui a été le premier à défier véritablement Issa Yatou et à en payer le prix, estime que peut-être son heure a sonné. Quant à Ahmed Yahya et puis Maître Augustin Senghor, ils surfent certainement sur le succès de leur gestion fédérale et leur présence au comité exécutif pour avoir cette ambition-là. Et puis il y a le fait que toutes ces personnes-là pensent qu'elles ont une vision pour la CAF et aussi que le temps est arrivé pour que quelqu'un de l'Afrique de l'Ouest dirige la CAF. Madi Zongo, bonsoir. Bonsoir Sébastien, bonsoir au plateau. Voilà, vous nous suivez et vous avez déjà écouté un peu ce qui se dit sur ce plateau. Alors, oui. Dites-nous, comment vous expliquez déjà la présence de 3 candidats au niveau de l'Afrique de l'Ouest? Mais je pense que s'il y a déjà ce grand nombre, c'est que les gens avaient déjà des prémices de la chute du président Ahmad Ahmad, parce que les deux, M. Augustin Senghor et M. Ahmed Yahya étant dans le comité exécutif, je suis parfaitement d'accord avec les intervenants qui disent qu'ils sont comptables de la gestion de M. Ahmad Ahmad. Donc, ils connaissaient déjà comment la situation de la maison et les conséquences qui pouvaient en découler. Et ils peuvent penser qu'en se présentant et en mettant en avant leur appartenance à l'Afrique de l'Ouest qui n'a jamais dirigé la CAF, ça peut être un bon argument pour se faire élire. Mais ce pléthore de candidatures démontre effectivement, à mon avis, une certaine division de l'Afrique de l'Ouest en matière de football, parce que vous savez que c'est pratiquement la seule zone où Issa Hayatou, du temps où il divisait pour bien régner, a saucissonné en présent UFOA-D, parce que nous, on a connu l'UFOA, la plus grande entité, en tout cas au niveau des régions de la CAF, mais on s'est retrouvé avec
et donc c'était pour mieux affaiblir l'entité. Et aussi bizarre que cela puisse apparaître, les gens ont accepté la chose. Et aujourd'hui, effectivement, en se retrouvant avec 3 candidats, vous vous retrouvez avec des voix dispersées et c'est pas évident qu'avec ce grand nombre-là, même si on entend un peu partout, on va se rallier, mais on va se rallier. Qui va désister pour qui? Là est toute la question. Monsieur Jacques Anouma, sur une radio, disait, bon, on va s'entendre au niveau de l'Afrique de l'Ouest, même discours pour Augustin Senghor. Bon, je n'ai pas encore entendu de Mauritanien parler, mais aucun ne dit s'il y a lieu, moi je cite, mais en écoutant les discours, chacun semble être dit je suis le meilleur candidat. Et à partir de cet instant, je ne dis pas que c'est l'échec programme, mais ça va être extrêmement difficile si ces 3 candidats-là ne mettent pas chacun si chacun pense qu'il est le meilleur candidat, ça me va m'étonner que l'Afrique de l'Ouest passe. J'écoutais un intervenant qui disait que 9 pays ont déjà choisi leur camp. À partir de cet instant, il faut craindre pour un échec cuisant pour nos 3 candidats, même si de loin, ce n'est pas mon souhait, parce que je pense effectivement qu'avec l'apport que l'Afrique de l'Ouest apporte au football, parce que si vous allez au niveau de la CAF, chaque fois, c'est pratiquement la région qui amène le plus grand contingent. C'est la région qui, je pense, avec le Maghreb, a aujourd'hui le plus grand nombre de succès au niveau de la CAN, et surtout avec les 2 équipes de la Côte d'Ivoire et les 4 ou 5 du Ghana. Donc l'Afrique de l'Ouest, normalement, devrait constituer la puissance au niveau subsaharien de la CAF. Mais on se rend compte que ce n'est pas toujours le cas, parce que les intérêts sont divergents. D'accord. On se retrouve aujourd'hui avec 3 candidats à la CAF. D'accord. Mani, vous restez avec nous. Il a parlé d'intérêt, mais moi, ce que je veux savoir, Dago Charles, est-ce que vous n'avez pas l'impression que la division de l'UFOA ne nous a pas servi, on n'a pas tiré de leçon, finalement? C'est-à-dire qu'on est resté, on a regardé la division, et après la division, les conséquences n'ont servi à rien. Non, je suis entièrement d'accord avec toi. On n'a pas tiré les conclusions, sinon les conséquences quand même de cette division. Parce que c'est vrai qu'Issa Yatou a fait ce qu'il fallait pour ce qu'il pensait, qu'il fallait diviser l'Afrique de l'Ouest afin de pouvoir battre Jacques Anouma aux élections. Mais après, on aurait pu aussi s'asseoir. C'est pour ça que je disais tantôt qu'en Afrique de l'Ouest, au niveau des institutions politiques, quand même, nous sommes suffisamment soudés. Quand je prends la CEDEAO, l'UMOA, le Conseil d'entente, je veux dire, toutes ces organisations politiques nous sont quand même assez soudés, assez proches les uns des autres, politiquement, et que ça ne puisse pas se voir au niveau sportif. Et donc, malheureusement, on n'a pas tiré les conséquences de cette division. Sinon, je pense que c'est quelque chose sur lequel les gens auraient pu travailler. Nous aurions pu travailler là-dessus, bien avant qu'on arrive à cette élection. Parce qu'à tous les coups, on savait que dès l'instant où il y avait l'UFOA B, l'UFOA A et l'UFOA B, à tous les coups, on allait se retrouver divisés aux prochaines élections au niveau de la CAF. Donc on aurait pu en amont travailler sur le dossier pour qu'on arrive soudés. Malheureusement, pour des intérêts, pour des orgueils ou des intérêts de la part des uns des autres, on ne l'a pas fait. Et aujourd'hui, nous sommes de façon implacable face à cette situation. Il appartient maintenant, à mon sens, aux uns aux autres de faire balader. Je l'ai dit et je le maintiens. Pour moi, Ahmed Yahya et Senghor, pour moi, ils sont folklore. C'est pour ça que je disais tantôt, et Aimé est revenu là-dessus, j'aurais souhaité. C'est vrai qu'une élection, on est libre de venir tous, c'est une compétition démocratique. Mais on aurait bien voulu avoir des nouvelles personnes, avec de nouvelles idées. Pas celles-là qui ont contribué à l'échec, je dirais, à la mauvaise gestion de cette dernière confédération. Voilà, pas ceux-là. Oui, Ahmad Ahmad, parce qu'ils sont tous comptables de cette gestion-là. Et on va le voir au fil de cette émission. Ils ont connu pratiquement les mêmes scandales dans leur gestion dans les différents pays. Et je ne suis pas surpris qu'ils aient laissé Ahmad Ahmad commettre ces mêmes erreurs-là. Et que ces erreurs-là, lui, le conduisent à la touche. Et c'est sûr que quand ils vont revenir, ces erreurs qu'ils ont commises chez eux, dont on a déjà parlé dans les différentes fédérations, ils vont encore commettre les mêmes erreurs. Malheureusement, cette division va faire le lit des anglophones. Et c'est un peu ça, ma crainte. Parce que quand Magloire parlait de la Sierra Leone et du Sénégal qui vont vers l'Afrique du Sud,
pardon, la Sierra Leone et le Nigeria, pardon, qui vont soutenir l'Afrique du Sud, déjà, il y a un problème. C'est-à-dire que, pour moi, hein, les anglophones commencent à être solidaires parce qu'ils vont faire en sorte que ce soit un anglophone, peut-être demain, qui vienne à la tête de la Confédération et non un francophone. On a décidé peut-être qu'au niveau de l'Afrique de l'Ouest, on a peut-être décidé de ne jouer que le rôle de suiveur. Non, pas forcément. Une élection, c'est l'expression de la démocratie. Personne ne peut en vouloir à Senghor, à Yaya ou à Jacques Anouma d'avoir présenté sa candidature. Nous-mêmes en Côte d'Ivoire, on ne savait pas que Jacques Anouma serait candidat. Personne ne le savait. Chacun, à son niveau, a caché son jeu jusqu'au dernier jour du dépôt de candidature. C'est à ce moment-là que les gens ont su que tel ou tel, celui-ci ou celui-là était candidat. Donc voilà. Après, je pense que c'est des grandes personnalités qui peuvent se retrouver et puis discuter. Parce qu'ils savent bien qu'en se présentant à plusieurs, ils font le lit d'un échec qui peut être patent, qui peut être retentissant. Ils peuvent profiter de cela. Ils savent qu'il faut se réunir pour discuter. C'est ce que, Sébastien Ounien, oui. C'est ce que, si vous permettez, c'est ce que nous avons été incapables de faire en Côte d'Ivoire ici. La situation de la Côte d'Ivoire est bloquée parce que nous avons été incapables de nous attendre sur l'essentiel pour trouver un consensus. C'est l'expression de la démocratie. Quand on parle de démocratie, vous avez parlé de démocratie tout à l'heure, la zone dirigée par le Sud-Africain MCP, il y a combien de candidats? Mais il y a un seul candidat. Pourquoi? Parce que, non, je veux dire que là, ils savent que l'année prochaine, il allait avoir les élections. Mais qui sait si depuis longtemps, il a annoncé... Non, je sais que s'il y a eu... Ce que je veux faire comprendre, c'est que s'il y a eu un seul candidat, ce n'est pas parce que dans les autres pays, il n'y a personne pour être candidat. Mais ils se sont parlé. Ben voilà. Alors on revient pour dire encore une fois qu'en Afrique du Sud, on rejoint ce que Charles soutient. Ici, on a un souci, c'est qu'on est trop désunis peut-être. Chacun tire de son côté. Ce n'est pas une question de désunion. C'est différent de ceux qui sont unis. Ce n'est pas une question de désunion, c'est une question d'ambition personnelle. Ceux qui sont unis, même s'il y a des ambitions, ils ont le temps d'aplanir puisqu'ils savent qu'à la fin de l'année, au mois de mars, il allait avoir les élections. Oui, Sébastien. Ils ont eu le temps, oui, allez-y. Oui, je vous écoute. Moi, je le maintiens. En Afrique de l'Ouest, quand je regarde l'histoire de l'UFOA, on a rarement parlé le même langage. Peut-être qu'il va peut-être falloir faire une certaine analyse sur les rivalités entre les pays et tout ça, mais je suis un peu bloqué parce qu'en même temps aussi, nous avons des organisations comme la CEDEAO, le Conseil de l'Entente et tout ça. Donc, on peut dire que dans ces pays-là savent quand même se surpasser pour se retrouver. Mais il se trouve qu'au football, on n'arrive pas à s'entendre dans cette partie du continent. Je vous prends un exemple. Jacques Anouma l'a dit. Il a dit, avant d'être candidat, il a consulté Augustin Senghor et il l'a informé. Et il lui a dit que j'allais annoncer ma candidature. Et donc, Jacques Anouma l'a dit, il a été étonné que Maître Augustin Senghor annonce lui sa candidature après. Parce que l'ordre des candidatures, c'est quoi? Il y a eu, comment on appelle le président Ahmad. Après le président Ahmad, c'est Jacques Anouma. Après Jacques Anouma, c'est Patrice Motsepe. Et puis ensuite, il y a eu Yaya. Et puis, Maître Augustin Senghor est arrivé en dernière position pour présenter sa candidature. Donc, il savait que Jacques était candidat, mais il est quand même venu présenter sa candidature. Il a soutenu Jacques. Pour moi, Augustin Senghor a soutenu Jacques Anouma en 2015. Pour moi, c'est le signe qu'en Afrique de l'Ouest, on parle rarement le même langage. Maintenant, il ne faut pas aussi, comment on appelle, limiter cela, trop limiter cela à notre zone aussi, hein, parce que tout à l'heure, vous évoquiez la zone australe. Mais la zone australe, il n'y a pas un seul candidat. La zone australe, il y en a deux. Et il y a le président sortant, Ahmad Ahmad, et Patrice Motsepe. Car Ahmad Ahmad a annoncé sa candidature avant Patrice Motsepe. Patrice Motsepe, sa candidature est soutenue par son pays, l'Afrique du Sud, dont la fédération est dirigée par Danny Jordan. C'est toutes ces personnes-là qui sont derrière Patrice Motsepe. Donc, et ce sont ces personnes-là qui ont soutenu
Ahmad. Et que disais-je, quand Isha Johansen, lors de la présentation de la candidature de l'annonce de la candidature de Patrice Motsepe, elle a dit que on veut le changement et le changement, on ne l'a pas eu avec Ahmad. Mais Danny Jordan a essayé de calmer les esprits en disant que non, Patrice Motsepe a pris soin, en tout cas, eux, ils ont pris soin d'informer le président Ahmad de la candidature de Patrice Motsepe. Donc, ce qui veut dire que même dans la zone australe, la COSAFA, nous avons 2 candidats. En Afrique de l'Ouest, nous avons 3. Si Madagascar fait partie de la COSAFA, oui ou non? Mais oui ou non? Oui, mais il ne peut plus être candidat. Non, jusqu'à preuve du contraire. Peut-être c'est justement parce que la candidature d'Ahmad a été diluée. C'est parce que la candidature d'Ahmad Ahmad a été diluée que certainement Motsepe se présente. Est-ce que c'est normal? Est-ce que si on parlait d'unité, est-ce que c'est normal qu'un membre de notre peut-être senti venir. Mais bien sûr. Non, mais est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal qu'un membre de notre zone? Non, mais au moins il y a un fait qui est là, qui est irréfutable. C'est que ce n'est pas seulement dans la zone ouest africaine qu'il y a de multiples candidatures. Est-ce qu'ils avaient intérêt à refuser de présenter un candidat au moment où ils ont su que Ahmad allait être dans les difficultés? Non, mais dès l'instant où Ahmad a annoncé sa candidature, dès l'instant où Ahmad a annoncé sa candidature, toute la zone aurait dû lui être solidaire. Oui, ce que tu dis est vrai, mais en même temps, il savait que Ahmad allait il fallait rencontrer Ahmad. Ahmad a dit quoi? Que sur les 54 fédérations, j'ai l'accord de 46. Et quand il dit l'accord là, ça veut dire signature. Oui. Ça veut dire attendez. Attends, Dago. Quand il dit attendez, laissez-moi. Quand il dit 54, quand il dit 46 là, ce sont des gens qui se sont engagés. Dans sa zone, les gens se sont engagés. Mais il aurait fallu faire asseoir Ahmad dans la zone pour lui dire que compte tenu de tes déboires au niveau de la commission d'éthique, la zone ne peut pas te soutenir et donc ne va présenter un autre candidat. D'accord, je voulais dire à Magloire, il faut qu'il retienne que contre Issa Hayatou, Senghor a soutenu Jacques Anouma. Il faut qu'il le sache. Voilà. Je le sais. Donc ça, on le sait. Je le sais. Qui n'a pas d'ambition? Ce que je voulais dire. D'accord. Non, ce que je voulais dire. Mais ça remonte à 10 ans. D'accord. Beaucoup d'eau a coulé sur le pont. On n'empêche pas Senghor d'avoir ses ambitions. Elles sont nobles, il n'y a pas de problème. Parce que nous disons, la zone COSAFA savait déjà depuis juillet que Ahmad allait avoir des difficultés à se représenter. Nous avons fait une émission ici où nous avons déjà décrié et nous avons souhaité, en tout cas moi particulièrement, j'ai souhaité même que Ahmad ne soit même pas éligible. Donc tout le monde savait que à partir de ce déboire, à tous les coups, la commission d'éthique n'allait pas le soutenir. Et donc c'est fort de cela que certainement l'Afrique du Sud a suscité une candidature pour éviter qu'on passe sur cette politique prônée par Ahmad de faire de l'Afrique australe une nouvelle zone de football. Parce que ça, c'est la réalité. C'est l'Afrique de l'Ouest et le Maghreb qui étaient des grandes zones de football. Mais Charles, moi j'ai une question pour toi. Et eux, ils ont intérêt à ce que le football reparte encore en Afrique australe. J'ai une question pour toi. Pour pouvoir concurrencer l'Afrique de l'Ouest. Pourquoi ne pas l'avoir dit ouvertement à Ahmad, qui est quand même votre frère de la zone? Mais c'est de la politique. Dit ouvertement. Ils en ont parlé. Ils n'ont certainement parlé de la politique. Ça a été de l'hypocrisie. Badi, quelle est ta réaction? Est-ce que vous pensez que certaines candidatures ont été suscitées? Badi Zongo? Suscité aussi en son temps, parce que je pense que depuis que M. Ahmad est arrivé à la tête de la CAF, on a l'impression qu'il était venu pour assurer tout simplement un certain intérim, parce que il n'a jamais géré la CAF de façon entreprise indépendante, parce qu'en lui plantant déjà Mme Fatma Soumoura comme délégué de la FIFA, ensuite les déboires qui ont commencé, on sentait que son mandat allait s'écourter, d'où l'aiguisement, à mon avis, de certaines ambitions. Et je continue de penser que de l'intérieur, s'il y a deux candidats, avec M. Yaya et M. Senghor,
c'est qu'il savait que M. Ahmad allait avoir des difficultés à se maintenir. Même si ça reste pour sa fonction, au niveau de sa zone, les gens n'ont pas trop voulu aller contre lui. Les Sud-Africains ont compris vite que M. Ahmad allait avoir des soucis. Parce qu'il ne faut pas oublier que le projet de la candidature de Ahmad en son temps, c'était au niveau du Zimbabwe. Donc l'Afrique du Sud a joué l'accompagnant. Mais vous savez, c'est comme vous l'avez dit sur le plateau, ces gens-là savent anticiper par rapport à nous. Et je crois que c'est là que la candidature de Patrick Motsepe est venue. Et si Denis Jordan a tenu un langage policé, il savait très bien que les Sud-Africains, en allant à cette élection-là, M. Ahmad n'avait aucun souci. Mais je voudrais, si tu le permets, Sébastien, revenir par rapport à nos candidats en Afrique de l'Ouest. Oui. Je crois que si M. Anouma a averti M. Senghor de son intention de candidature, là, moi, ça commence à m'inquiéter parce que ça dit tout simplement que c'est tout simplement un discours de façade qu'on est en train de nous parler, de nous faire en parlant d'unité, de se rencontrer, de se concerter, parce qu'effectivement, ils auraient pu se concerter en disant, bon, la chance pour nous, pour que l'Afrique de l'Ouest passe à la tête de la CAF, c'est d'avoir un seul candidat et les trois auraient pu se réunir, à mon avis, en amont, avant les déclarations et les dépôts des candidatures. Et si après, ils n'ont pas pu le faire, mais je crois qu'ils vont aller aux élections parce que même s'ils se rencontrent, c'est juste pour satisfaire les égos de peut-être nos médias en disant, vous voyez, on a essayé, mais ça n'a pas marché. Et là, ça sera vraiment dommage. Mais je ne voudrais pas, par exemple, par rapport à la géopolitique de la CEDEAO et de l'UMOA, que j'ai souvent entendu, vous savez que ce n'est pas, à mon avis, totalement la même façon de voir la chose, parce que le niveau au football, les choses sont quand même assez différentes, parce que les politiciens ils ont l'art, entre griffes, de se muter au moment venu. Or, le football est beaucoup plus l'effet de la réalité. Et quand vous mettez la diplomatie ou je ne sais quoi dedans, vous vous retrouvez avec une situation difficile à gérer. Mais le fait que ce qui m'inquiète franchement, c'est si M. Anouma a averti M. Senghor de son intention de candidature et malgré tout le président de la Fédération sénégalaise s'est déclaré candidat, je crois que c'est un peu de la poudre aux yeux que de nous dire après, bon, on va s'entendre pour régler, même si tout est possible lorsqu'on veut bien faire. Merci Zango. Zango, ok, tu restes avec nous. Alors, monsieur, vous avez écouté ce que Madi vient de faire sortir. Si évidemment le président Jacques Anouma s'est adressé à Augustin Senghor et que après Augustin Senghor se présente, alors il y a déjà souci. Mais c'est ce que je dis, Sébastien. À ce moment, on ne sait pas si les trois d'abord auront le temps même de se retrouver, de se parler. Ils vont se retrouver. Oui, non, mais moi je suis convaincu. Magloire a si bien dit, le président Jacques Anouma a approché le président Senghor et après il a fait le volte-face. Donc ça veut dire qu'il sait que si le président Jacques Anouma gagnait par extraordinaire, il va avoir certainement une audit, il va avoir des contrôles de cette gestion et certainement il sera épinglé. Et donc pour eux, que ce soit lui ou Yaya, la seule façon de sortir indemne de cette situation-là, c'est d'être candidat et puis espérer gagner pour étouffer tout ce qu'ils ont fait au niveau du comité exécutif de la CAF. Oui, voilà, moi je suis convaincu que c'est ce qui a guidé les présidents Senghor et Yaya. Ben, sinon, pourquoi que Jacques Anouma vous voit, il discute avec vous, et qu'à la dernière minute vous vous rébellez. En fait, Charles, est-ce qu'on a la preuve de ce que... mais là, que Magloire nous dise n'importe quoi, bon, après ça c'est autre chose. Je ne dis pas qu'il dit n'importe quoi. Justement, est-ce qu'on a la preuve que le président Jacques Anouma a rencontré effectivement le président Augustin Diallo? Si c'est le cas, Augustin Senghor. Si c'est vrai, Augustin Senghor a certainement ses raisons s'il se présente. S'il peut se représenter, il a ses raisons. Je disais, est-ce que ce sont des candidatures suscitées? Si ce sont des candidatures suscitées, moi j'ai écouté ce matin le président... Pour diviser l'Afrique. Oui, j'ai écouté ce matin, j'ai entendu cette rumeur là aussi, dit que quelqu'un aurait suscité, par exemple le milliardaire, avouons-le, le milliardaire sud-africain aurait suscité la candidature du président de la Fédération sénégalaise, Augustin Senghor.
Mais le monsieur, c'est carrément, le Sénégalais s'est défendu en disant qu'il n'a jamais vu ce monsieur, il ne le connaît pas du tout, ils ne sont pas des amis, donc il ne voit pas pourquoi quelqu'un pourrait l'amener à diviser l'Afrique. Au-delà de tout cela, Sébastien Oignon, au-delà de tout cela, il faut savoir raison garder. Je dis et je répète, les ambitions personnelles des uns et des autres vont certainement primer. Mais nous sommes d'accord avec. Voilà, vont certainement primer sur le truc. Or, de quoi a besoin la CAF aujourd'hui? Il faut que chaque candidat montre un programme. C'est en fonction d'un programme qu'on doit élire un président. On ne peut pas se lever comme ça parce que lui, là, il est de la Côte d'Ivoire, il est venu me voir, on a discuté. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Pour l'instant, ils sont candidats à candidature. Parce que le problème de la CAF, c'est la bonne gouvernance. Oui. C'est la restructuration des textes. C'est de ça qu'il s'agit. Qui est capable de le faire? Qui a l'expérience? Qui a le vécu pour le faire? C'est de ça qu'il s'agit. Sébastien, allez-y. Sur la question de l'union sacrée, non, c'est foutu. Est-ce que c'est possible? Non, c'est foutu. De faire l'union autour des candidats? Non, c'est pas possible. C'est pas possible, c'est clair. Je le dis, je le répète, parce que c'est lui-même qui l'a dit. C'est une radio internationale, Jacques Anouma. On lui a posé la question. Il a dit qu'il a pris soin d'informer le président de la Fédération sénégalaise du fait qu'il va déposer, il dit je vais déposer ma candidature, il y en a parlé. Bon, lui, il y va quand même. Donc, ça a été rendu public. Et le président de la Fédération sénégalaise a été le dernier, pratiquement la veille. Il avait déjà même envoyé ces dossiers avant de le dire. C'est un signe. Moi, je pense qu'en ces trois-là, sur la question de l'union sacrée, ces trois, c'est Jacques Anouma qui est peut-être ouvert à la discussion. Mais quand je vois la position du président Ahmed Yahya et du président Augustin Senghor, quand je vois leur volonté d'aller jusqu'au bout de leurs ambitions, je ne crois pas en cette union sacrée-là. Non, c'est fini. Si les trois sont éligibles, les trois iront à cette élection et advienne que pourra. Là, maintenant, parleront certainement d'autres arguments tels que le programme de campagne et puis beaucoup d'autres choses, si vous voulez, qu'on peut évoquer après. Et ça pas seulement le programme de campagne. Il faut aussi, comme on appelle, faire fonctionner son réseau. Et il y a aussi ça va se jouer aussi au niveau des États. Ça, c'est clair. Une élection en Afrique, le président Issa Hayatou nous l'a montré. Ça se joue aussi dans les palais. Donc, il y a tout ça. Mais l'époque Hayatou semble révolue. Hein? C'est de ça que nous parlons. Nous voulons que tout ça la Non, mais l'époque Hayatou n'est pas révolue. Il faut Sébastien, s'il n'y a pas une refonte globale des textes de la CAF. Il faut une restructuration au niveau de la CAF. Il faut une bonne gouvernance au niveau de la CAF. Parce que c'est au niveau de la gouvernance que le problème se pose. Tous les présidents qui sont passés, que ce soit le président Issa Hayatou, que ce soit aujourd'hui Ahmad Ahmad, ils ont été pratiquement régulièrement soupçonnés, puisque ça n'a pas encore été prouvé, ils n'ont pas été arrêtés et mis en prison. Toutes ces soupçons ne grandissent pas notre confédération. Et c'est donc tout ça qu'il faut changer. Et c'est pour ça qu'il faut quelqu'un, j'allais dire, de représentatif. Quand je mets représentatif, c'est quelqu'un qui est capable de résister à la FIFA. Est-ce qu'il y en a parmi tous ces candidats? Oui, il y en a. Il y a le président Jacques Anouma qui n'a pas encore été soupçonné d'un détournement. Le président Augustin Senghor a été déjà soupçonné d'un détournement. Donc voilà. L'histoire d'équipementier à Dubaï. Ahmed Yahya a été aussi soupçonné pour une histoire de 75 000 € pour le transfert de 2 footballeurs de l'ASAC Concorde. Et il a été sommé par la Cour suprême de la Mauritanie de payer ça. C'était le 14 juillet dernier. Donc ça veut dire que voilà des gens, voilà des responsables de fédération qui sont régulièrement soupçonnés de détournements. Attendez. Et donc pour moi, c'est pour ça que je dis, ceux-là, ils sont comptables de cette gestion. Et quand on prend tout ce qu'on leur reproche déjà dans les différentes fédérations, aujourd'hui, il est normal qu'on veuille prendre une personne neuve pour diriger cette CAF. Que Jacques Anouma compétisse avec Motsepe. À la limite, je peux comprendre. Mais que les Africains de l'Ouest, que Senghor, Yahya, veuillent diviser l'Afrique de l'Ouest pour montrer qu'on ne s'entend pas ici alors que nous sommes tous des frères, c'est grave.
Oui, allez-y, Juste, parce que moi j'ai une question quand même. Oui, vous allez poser Oui, la question, c'est Sébastien, mais je voulais simplement dire, Jacques Anouma, c'est notre compatriote. On sait que c'est un grand administrateur. Il a révolutionné la gestion au niveau de la Fédération ivoirienne de football. Ça, c'est clair et net. Ce qu'il a mené au niveau des éléphants, de toutes les compétitions, c'est un grand chapeau, c'est un grand monsieur. Seulement, son mutisme dans la crise qui oppose l'élection qui est au niveau de l'élection de la présidence de la Fédération ivoirienne, son mutisme, je dis bien son mutisme, parce que nulle part, on l'a vu intervenir dans la crise qui oppose les Ivoiriens entre eux. Alors qu'il est censé être médiateur ou envoyé spécial de la FIFA et de la CAF. Non. Ça peut jouer contre lui. Non. C'est mon opinion. Ça peut jouer contre lui parce qu'il n'a jamais essayé. C'est une question électorale. Il n'a jamais. C'est une question électorale. C'est lui qui va régler. C'est la commission électorale. En Afrique. Il n'a pas été désigné. Le président Jacques Anouma n'a pas été désigné pour ça. Il est président d'un club aussi. En tant qu'Ivoirien et président et membre d'honneur de la Fédération ivoirienne de football. Aucun test ne lui dit... Mais il aurait pu prendre la hauteur commission et électorale intervenir. est indépendante. Il ne pouvait pas interférer. Il n'y a pas de souci. D'accord. Il ne pouvait pas interférer. Ça, je suis D'accord, s'il vraiment... vous plaît, monsieur. Il ne pouvait pas interférer. J'ai une question pour vous. C'est pas du avec mutisme. Madi Zongo. Oui. Moi, ce que je veux savoir, quel est le problème de l'Afrique de l'Ouest? Quel est le problème au niveau de l'UFOA? Qu'est-ce qu'on a comme problème? Mais Sébastien, il n'y a pas de problème. Il y a seulement que nous, au niveau de l'Afrique de l'Ouest et en matière de football, excusez-moi du terme, nous ne semblons pas savoir trop ce que nous voulons parce que, comme on aime souvent à le dire, il y a des querelles inutiles qui, à mon avis, pourrissent le football en Afrique de l'Ouest. C'est que chacun pense être la locomotive de quelque chose. Parce que vous prenez, à un moment donné, il y avait un peu ce querelle de leadership entre la Côte d'Ivoire et le Ghana, qui, à mon avis, était un peu des querelles saines, parce que c'est en matière de sport, les matchs entre la Côte d'Ivoire et le Ghana, c'était chaud, et nous, bien que n'étant pas sur le terrain, on aimait bien suivre. Mais après, on a vu que parfois, ça se déteint au niveau des dirigeants, c'est encore eux qui créent les soucis. Autrement, en Afrique de l'Ouest, pour moi, il n'y a pas de problème. Mais vous remarquerez, et c'est peut-être ça le hic, que même si nous avons la quantité, en termes, par exemple, de qualité, pour les infrastructures, par exemple, nous ne sommes pas les premiers. En Afrique de l'Ouest, je ne sais pas si vous enlevez aujourd'hui le stade des BMT que vous avez en Côte d'Ivoire, je ne sais pas, peut-être un ou deux stades au Ghana. Montrez-moi un stade en Afrique de l'Ouest qui répond aux normes FIFA. Il n'y en a pas. Parce que, tout simplement, on n'est pas allé sur le chemin du développement, on s'est plutôt focalisé sur des querelles totalement inutiles, alors que le football aujourd'hui, ce n'est pas un problème de monsieur X est comme ça, monsieur Y est comme ça, mais c'est le concret, c'est le terrain. Par exemple, nous, au Burkina, ici, on voudrait bien organiser la CAN après 1998, qu'on ne pourrait pas, parce qu'en matière d'infrastructure, on n'en a pas. On n'en a pas. Aucun de nos stades aujourd'hui ne semble, je dis bien, ne semble répondre aux exigences de la FIFA. Donc, en Afrique de l'Ouest, je crois qu'il y a certaines bases que nous n'avons pas pu mettre en place. Ensuite, je crois qu'il y a ces querelles-là, cette fausse querelle anglophone, francophone, qui ne nous a pas du tout aidés. Vous avez d'un côté les francophones qui sont les plus nombreux, mais qui ont moins de qualité en termes de concurrence, à part surtout la Côte d'Ivoire, qui à un moment donné était la locomotive. En Afrique de l'Ouest, c'était le Nigeria, c'était le Ghana. Donc, je crois que nous avons le nombre, mais nous n'avons pas la qualité quelque part pour concurrencer avec les autres. Or, l'influence du football ne se fait pas uniquement au niveau des dirigeants. Les dirigeants votent, mais votre réputation, votre aura se fait sur le terrain. Je crois que c'est ce que je pense. Moi, j'ai une question. D'accord. Madi Zongo, en tout cas, je vous dis merci. Mais c'est moi qui vous remercie. Merci pour votre participation merci à cette émission. Et puis, on salue toute la population de Burkina Faso. Merci beaucoup. Alors, messieurs, c'est la même question. Moi, je ne comprends pas pourquoi. On va à une élection et on sème la division à notre sein en allant échouer. C'est dommage, hein? C'est dommage que l'Afrique de l'Ouest se comporte comme ça.
Bon, mais je pense que cette élection est bienvenue, à mon avis, si les dirigeants, les acteurs du football au niveau de l'Afrique peuvent s'asseoir et puis discuter de la question. D'abord, de la réunification de l'UFOA. Si on arrive à gagner ce premier combat, je pense qu'après, on peut aller dans le sens demain d'avoir un seul candidat voilà, pour pouvoir, pourquoi pas, briguer cette magistrature-là, enfin, cette présidence de la CAF. Mais pour l'heure, avec tout ce que Magloire a démontré au niveau de l'UFOA, ça sera vraiment difficile pour nous. Et ce n'est pas aujourd'hui qu'on devait s'y faire, on l'a dit. Les Sud-Africains s'y sont apprêtés, ils ont anticipé, ils ont su qu'Ahmad Ahmad avait déjà des difficultés, que c'était fort possible qu'il soit fort clos. Et voilà, les Sud-Africains ont suscité la candidature de Motsepe. Aujourd'hui, c'est toute l'Afrique de l'Ouest qui va jouer contre Motsepe. On ne voit même pas l'Afrique centrale, l'Afrique du Nord, l'Afrique australe. Personne ne s'agite. C'est sur nous ici seulement qu'il y a des agitations. C'est vraiment dommage qu'on en arrive là, et c'est même dommage encore quand j'apprends que Augustin Senghor a été approché, a été informé. Il aurait pu rentrer dans le comité avec Jacques Anouma tranquillement. Tous ensemble, ils seraient allés pour le bonheur de l'Afrique de l'Ouest. Oui. Mais pourquoi avoir déclaré sa candidature à la dernière minute? Pourquoi Yaya aussi jeune? C'est vrai qu'on peut être jeune et puis être candidat. La CAF, c'est une grosse institution. Oui, Sébastien. Non, Sébastien. Pourquoi vous êtes autant divisé? Oui. Moi j'ai une lecture. Personnelle. Moi, j'accuse le Nigeria. J'accuse le Nigeria parce que j'ai le net sentiment que dans notre zone de l'UFOA, il n'y a pas de leader. Le leader, c'est celui qui se met devant. Tout le monde s'aligne derrière parce qu'il est puissant. On sent que, de par sa puissance, il peut être une couverture pour nous et tirer tout le monde. Donc, dans la zone ouest africaine, c'est le Nigeria qui est le géant. Qui devait jouer ce rôle. Qui devait jouer ce rôle. Même en termes de puissance économique, c'est le Nigeria. En termes même de puissance footballistique, c'est le Nigeria. Mais je pense que le Nigeria a très souvent tourné dos à la zone, n'a pas voulu jouer son rôle dans cette zone. Et puis, le Nigeria a toujours cherché à mettre les bâtons dans les roues de toutes les personnes de la zone qui veulent travailler pour les intérêts de la zone. Le Nigeria me semble plus tourné vers les autres zones que sa propre zone. Le Nigeria a toujours affaibli l'UFOA. Et ça, je ne comprends pas. Il faut essayer de voir. Mais ça, je ne comprends pas. Quand on voit ici, qui a vraiment combattu de façon farouche Jacques Anouma, quand vraiment il était celui qui était en train de réunifier l'UFOA, c'est Amos Adamou. C'était le président de la fédération nigériane. C'est toujours le Nigeria qui crée des problèmes en Afrique de l'Ouest. Et là encore, c'est le Nigeria qui ne soutient même pas un candidat, ou qui ne suscite même pas. Moi, j'aurais voulu même que le Nigeria suscite un candidat de l'Afrique de l'Ouest. Peut-être de par sa puissance, on aurait fait bloc. Mais les Nigériens, ils tournent dos à leur propre famille pour aller faire le bonheur d'autres familles. Donc c'est ce que je leur reproche. Vous n'avez pas les mêmes intérêts. Eux, ils passent plutôt Afrique francophone. Oui, c'est ça. Mais c'est une mauvaise manière. C'est une mauvaise manière de penser. Sébastien, je vais vous dire pourquoi. Oui. Cette histoire linguistique, pour moi, c'est une fausse histoire. La CAF est divisée en 3 zones linguistiques. On a la zone francophone qui compte 17 pays. On a la zone anglophone qui compte 19 pays. Et on a la zone arabophone, hispanophone et puis lusophone qui compte 18 pays. Donc, c'est plus ou moins équilibré. C'est plus ou moins équilibré. Personne ne peut se baser sur une zone linguistique pour dire je vais gagner une élection en Afrique. C'est faux. Mais par contre, j'ai dit en termes de développement, parce que c'est ça aussi, quand on a quelqu'un de notre région qui est à la tête de la CAF, il peut tirer la région, même si la région est déjà assez avancée. Le Nigeria aurait pu jouer ce rôle. Mais comme le Nigeria refuse de prendre ses responsabilités, quand il y a des pays qui prennent leurs responsabilités, le Nigeria les combat. Le Nigeria a combattu Jacques Anouma et c'est tout ce qui a envoyé ces problèmes-là. Mais aujourd'hui, il faut que l'Afrique l'Afrique de l'Ouest revienne là où elle a laissé le combat au temps de Jacques Anouma. Aujourd'hui, c'est clair, je suis d'accord avec Dabo. Jacques Anouma, aujourd'hui, c'est le meilleur profil. C'est le meilleur profil. Ça, c'est clair. Compétent, on n'a pas le temps. Sinon, j'allais vous démontrer pourquoi c'est le meilleur profil. C'est pas parce que c'est forcément mon compatriote. C'est ma conclusion.
Non, je vous ai dit de parler. Ah oui, mais je voulais simplement dire, oui, le Nigeria. Oui. Le Nigeria, Magloire, ils ne savent pas que les pays là n'ont pas d'amis. Ce sont les intérêts. Où se trouve l'intérêt du Nigeria? Ils pensent que c'est avec le Sud-Africain. Point, ils y vont. Voilà. C'est tout. Oui, mais... C'est tout. Mais ce que nous Ça aurait été l'idéal pour nous de voir le Nigeria soutenir un candidat, une candidature de l'UFOA. Mais non, pas soutenir, même susciter. Même susciter, mais ce n'est pas leur problème. Mais pourquoi ils tournent le dos à leur famille? C'est pour ça que je dis, par solidarité, les pays anglophones sont toujours entre eux. Non, ça, mais il faut qu'on le comprenne une fois pour toutes. Et puis même Sébastien, la Sierra Leone, en Afrique de l'Ouest, le Nigeria, le Ghana, non, mais ils ont déjà choisi leur candidat. En Afrique de l'Ouest, il y a combien de pays anglophones même? Moi, je dis que la question linguistique, il faut laisser ça. Il n'y a que 5 pays anglophones dans la zone. Et donc pourquoi, dans la zone pourquoi le Nigeria donc c'est pas une question linguistique, c'est parce que le Nigeria, économiquement, le Nigeria est puissant. Ça, on ne peut pas le nier. Même au plan football, le Nigeria est puissant. Après le Nigeria, c'est la Côte d'Ivoire. Et c'est pourquoi je trouve dommage, comme le Nigeria fuit ses responsabilités de leadership, quand la Côte d'Ivoire veut prendre ce leadership-là, le Nigeria vient combattre la Côte d'Ivoire. Et ça, j'ai les preuves de ce que j'avance. C'est ce que je dénonce. Et le Nigeria affaiblit la Côte d'Ivoire en s'alliant aux autres zones et en divisant la zone. Voici, donc il y a un grand travail à faire au niveau de l'UFOA pour que nous parlions le même langage. D'accord. Mais ce n'est pas pour je vais vous dire qu'on va s'arrêter ici. Mais on reprend le débat mercredi prochain parce que ce débat est intéressant. Il faut qu'on aille au fond, il faut puiser, il faut qu'on cherche, il faut qu'on trouve les raisons de la division de la zone UFOA. Et ça, c'est important. Mais toute bonne chose aussi a une fin. Bonsoir et bonne suite de programme sur les antennes de la RTI et surtout sur RTI 2. Au revoir et à mercredi prochain.